Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour parler de Pères et Fils, livre de 300 pages paru en 1862, dont l'auteur est Ivan Tourguenieff, que vous voyez à l'écran et que vous trouvez normalement au prix modique de 8 €. Alors nous entamons ici avec ce livre une trilogie russe, qui est aussi une trilogie de relecture. Pas vraiment de lien direct entre les œuvres, à part l'origine des auteurs, pas vraiment de surprise non plus, puisque nous y faisons de fréquentes étapes dans cette littérature. Mais commençons par le commencement, et commençons comme d'habitude par l'auteur et le contexte. Parlons d'abord de l'auteur du jour. Ivan Tourguenieff est né en 1818 à Orel. Orel, on est en Russie occidentale, entre Kiev et Moscou, dans une grande famille aristocratique, d'un père officier supérieur et d'une mère grande propriétaire de 5000 âmes. Un mariage d'intérêt au temps du servage, et on parlera des dites âmes la prochaine fois. Il reçoit une excellente éducation dans une famille désormais installée à Moscou. Il maîtrise le français, l'anglais, l'allemand, le grec, le latin, et comme beaucoup d'aristocrates du temps, est très jeune, doué, disons, d'intention libérale. Ce qui est un petit peu la maladie des nantis à cette époque. Des pauvres aussi, vous me direz, mais enfin les pauvres n'ont pas le choix et jouent au moins pour eux-mêmes. Il commence des études à Moscou, puis Saint-Pétersbourg, où il a comme enseignant Nicolas Gogol, auteur de notre semaine prochaine. Il assiste d'ailleurs en personne à la première lecture du Révisor par ce dernier, et obtient dans la foulée son diplôme en philologie. Bercé par une adolescence byronienne, il publie son premier poème en 1837, Voyage en Europe, devient fonctionnaire en 1843, poste dont il démissionnera dès 1845 pour vivre en écrivain. Il commence alors une activité littéraire progressiste intense, réaliste aussi, souvent censurée, suivant plutôt le courant occidentaliste. À cette date, finalement aussi à jamais, puisque la postérité fait de lui le plus occidental des écrivains russes, probablement, en tout cas de son siècle. Il sera largement critiqué de ce fait, passant de longues années en dehors d'une Russie qu'il est accusé de détester, ce qui est sans aucun doute faux. Il a par exemple de très mauvaises relations avec sa mère, expliquant en partie son exil, qui est aussi une fuite familiale. Il vit largement en France pendant plusieurs années, assistant par exemple aux émeutes de 1848 qui l'impressionnent beaucoup, jusqu'en 1850 où Nicolas Ier exige le retour des émigrés dans le contexte des tensions qui aboutiront à la guerre de Crimée. Plus prosaïquement, il est aussi rappelé par sa mère mourante, et l'héritage de cette dernière en fait un homme fortuné, au moins pour un temps. Puisque vous le savez, les fortunes de ce siècle sont un petit peu plus volatiles que celles du nôtre. Par ailleurs, il est un écrivain relativement connu à partir d'une modeste nouvelle parue en 1847 dans une revue libérale, mais son premier réel succès, ce sont les Mémoires d'un chasseur en 1852, 14 esquisses paysannes réunies en un volume, livre qui lui vaut par ailleurs 1 mois de prison, et d'être assigné à résidence, assignation aussi du fait d'une nécrologie de Gogol jugée subversive, mais en tout cas livre qui lui offre enfin la gloire littéraire après quelques œuvres jamais parues du fait de la censure. Il retourne à Paris en 1857, il voyage en Europe, où il est pendant un temps affligé d'une dépression terrible, parcours normal de tout humain avec un cerveau fonctionnel je pense. Et d'abord écrivain de nouvelles, qui est un genre auquel il restera fidèle et qui lui assurera sa renommée, il évolue peu à peu et publie des romans libéraux. Il est un pionnier, ouvrant la voie du réalisme à Tolstoï, Tolstoï auquel il conseille l'écriture plutôt que l'armée, ainsi qu'à Dostoïevski, Dostoïevski qui ne l'appréciait guère pour son occidentalisme et qui le brocardera durement dans Les Démons. J'ai oublié le nom de ce romancier vaniteux qui veut se faire bien voir de la jeunesse, mais il s'agit en l'occurrence d'une représentation de Tourguenieff.
Romans libéraux qui, très vite, semblent dépassés par la nouvelle génération, et dans ce contexte, Pères et Fils, en 1862, marque la rupture entre l'ancienne classe, j'allais dire plutôt l'ancienne génération et la nouvelle, et paraît dans une revue conservatrice actant un sensible revirement de l'auteur, ou plutôt une évolution du temps et des mentalités autour de ce dernier. Hein, toujours le même débat, est-ce que c'est vous qui évoluez ou est-ce que c'est l'époque autour de vous qui se transforme et du coup transforme quelque peu votre positionnement politique et idéologique? Il n'empêche que c'est le sommet de sa carrière d'écrivain et que le livre suscite d'importantes controverses, même dans le milieu le plus radical. Il est à cette époque l'ami, voire l'amant pour les plus girondes du tout Paris, de Flaubert, de Zola, de Verne, continuant à publier, voyageant toujours à travers l'Europe, forcé de vendre tous ses biens en Russie et presque ruiné. Il connaît finalement plus de succès en ce temps ailleurs que dans son pays et finit par passer pour un prophète quand explose le phénomène révolutionnaire et terroriste dans l'empire des Tsars. Je pense que nous avons déjà parlé de ce sujet, nous en reparlerons de toute façon. Il arrivera tout de même dans ces dernières années à se réconcilier avec le public de sa terre natale, comme d'ailleurs plus ou moins avec Tolstoï et Dostoïevski. Il y diffuse les œuvres françaises, comme il fait connaître dans son pays, je n'oserais dire d'adoption, mais presque les œuvres russes, et se fait construire une datcha à Bougival, où il meurt en 1883 d'un cancer de la moelle épinière après 18 mois d'agonie. Vous voyez ici la datcha en question qui est devenue aujourd'hui le musée Tourgueniev dans notre pays. Un nouvel écrivain russe mort en France, on les collectionnait à l'époque. Il est tout de même enterré à Saint-Pétersbourg, le gouvernement russe lui interdisant des funérailles officielles du fait de son soutien jamais démenti aux révolutionnaires, malgré les brouilles littéraires qu'il a pu avoir avec l'avant-garde. Pères et Fils, pour parler du livre qui nous occupe aujourd'hui, est paru en 1862, donc 3 ans avant Crime et Châtiment, 3 ans avant le premier tome de Guerre et Paix, 3 ans après Oblomov. Goncharov d'ailleurs, l'auteur d'Oblomov avec qui il fut brouillé aussi d'ailleurs, la vie littéraire russe du temps, étant littéralement une litanie de brouilles et réconciliations entre auteurs. Ce Pères et Fils finalement est le roman de ce qu'est Tourgueniev, classique, progressiste, occidental presque, et maillon essentiel entre l'âge d'or romantique des années 1830, maintenant rejeté, et le second âge d'or du roman russe de Dostoïevski et autres à partir, disons, du milieu de la décennie 1860. C'est un temps, on va dire cet entre-temps, ce sont des décennies même, où mis à part quelques exceptions, le roman se fait rare. Hein. On avait parlé d'Oblomov, mais qui est lui un roman tourné vers le passé, et on reparlera de Gogol, mais c'est autre chose que le pur roman. Gogol, c'est presque du poème en prose. Et donc la plupart des romans qui paraissent en ce temps, eh bien ce sont des historiettes picaresques. Et donc de fait, le livre était attendu avidement par le public comme un événement actant la rupture de l'auteur avec la pensée ancienne. Ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment le cas, même pas du tout. Écrite en 1861, en pleine réforme du servage, donc le livre est assez simple. C'est la confrontation du nihilisme nouveau et du progressisme libéralo-occidental ancien, ainsi que la confrontation, ou plutôt la relation, puisque finalement de confrontation il n'y a pas, relation affectueuse du père et du fils, et le triomphe de la modération. Alors passons au contenu, et passons à cette question, qui a raison, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Nous sommes dans la campagne russe, Dieu sait où, en mai 1859. Le maître attend son fils. Je cite. Présentons-le au lecteur tandis qu'il attend là, les jambes repliées sous son siège, le regard vagabond et pensif. Il s'appelle Nicolas Petrovitch Kirsanov. Il possède, à 15 verstes de la petite auberge, une jolie propriété de 200 âmes, ou plutôt de 2000 déciatines, comme il dit lui-même depuis qu'il a partagé ses terres avec ses paysans. Maître libéral donc, qui a déjà pris les mesures pour le décret transformant les serfs corvéables en journaliers rémunérés, fils de général, homme de l'administration civile, il est un avancé de son temps.
Ce qui l'attend, eh bien, son fils, Arkad Nikolaïevitch Kirsanov, qui revient de ses études, accompagné d'un camarade, le héros du livre, ou disons son personnage central, Eugène Bazarov. Eugène Bazarov, fils d'un père lui aussi, mais là n'est pas la question. Au domaine, est aussi l'oncle d'Arcade, Paul Kirsanov, libéral affecté, emporté, plus détaché qu'il n'en a l'air, représentant un autre archétype, homme d'audace et d'assurance, démissionnaire par folie amoureuse et destiné à pourrir par l'ennui en suivant sans intérêt les vagues du temps. Je me permets de citer la belle phrase de Tourguenieff. Paul, vieux garçon solitaire, abordait un âge de la vie trouble et crépusculaire, âge des regrets qui ressemblent à des espoirs et des espoirs qui ressemblent à des regrets. Ce qui est une phrase grandiose pour un homme qui vieillit. Un domaine éternel donc, mais en changement, fait d'homme maintenant libre et fait d'un père ayant pris concubine et en ayant eu un jeune enfant. L'on en était honteux dans le passé sans aucun doute, mais cela ne saurait choquer la jeune génération des évolués. Les voilà arrivés, je cite. C'était la Marino, appelée aussi le Bourgneuf, ou encore la ferme aux vagabonds, selon cette dénomination paysanne. Les deux aînés ont certes des idées larges, mais glosent de ce jeune à cheveux longs, ce Bazarov qui doit passer quelques jours chez eux. Mais pour le moment, on trouble seulement quelque peu la vie d'un vieux domaine, d'une servante concubine, tout cela n'est pas grand-chose. Et au-delà des formes, Tourguenieff situe vite le chemin que l'on prendra, amour filial par-delà le politique, amour fraternel aussi. Tout juste dirons-nous que la présentation de Bazarov comme nihiliste ébahit quelque peu l'ancienne génération. Je cite. Un nihiliste, c'est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui ne fait d'aucun principe un article de foi, quel que soit le respect dont ce principe est auréolé. Vous voyez ici le portrait d'un nihiliste par Répine. Le progrès est inarrêtable, certes on s'étonne seulement chez les anciens d'avoir laissé passer un train duquel on se croyait passager. Et l'on ne peut s'empêcher de ressentir une crispation aristocratique face à la désinvolture et à l'insolence. Leurs intentions sont peut-être bonnes, les hommes restent ce qu'ils sont, ainsi que leur statut. Et déjà se dessine une fracture chez les deux compagnons. Il faut être juste, dit Arcade, mais la justice n'est-elle pas un principe devant lequel on peut refuser de s'incliner ? Tous les principes ne doivent-ils pas être abolis ? Bazarov a, lui, son avis sur l'oncle, je cite. N'empêche, je dis moi qu'un homme qui a tout misé sur l'amour d'une femme et qui, lorsque cette carte lui est enlevée, se retrouve assommé, effondré et se laisse aller au point de n'être plus bon à rien, je dis que cet homme n'est pas un homme. Restons-en là pour le moment, qui ne sait rien de rien ne doute, c'est un principe éternel qui vieillit mal et l'on est souvent trop prompt en parole lorsque l'on n'a pas assez vécu. Les pères, les aînés, disons, sont deux hommes sans vrai talent que les réformes appauvrissent et, bien que différents, se retrouvent en deux modèles voués à la disparition. La vie continue, toutefois, et l'on se fait à tout, sauf aux manières de Bazarov, mais au moins peut-on prendre plaisir à l'écouter parler, à assister à ses expériences de physique et de chimie. Il est un homme nouveau, un maître pour les gueux, un objet de détestation pour les autres. C'est la marche de l'histoire, il faut s'en rendre compte pour le père, même si je cite « Je crois que je fais tout pour ne pas être en retard sur mon temps. J'ai assuré l'avenir des paysans, j'ai créé une ferme, tant et si bien que je passe pour un rouge dans toute la province. Je lis, je m'instruis, j'essaye de me maintenir au niveau des exigences du monde actuel, et ils disent que j'ai fait mon temps. » Voilà l'occasion d'une nouvelle dispute. Bazarov n'a-t-il pas le bon sens de reconnaître que aristocratisme, libéralisme, progrès, principe, dites donc que des mots étrangers et inutiles. Rien d'étonnant à ce que les Russes n'en aient aucun besoin. Il est de la race des destructeurs, ou au moins le crie-t-il, et viendront après lui ou pas les constructeurs, et même si pour cela il faut lutter contre le peuple lui-même. On y retrouve parfois dans ce propos une forme du nihilisme du Van Salomon des réprouvés, je cite « Nous détruisons tout parce que nous sommes une force ». On se promène en compagnie de ces personnages, on discute avec d'autres éléments avancés, avec un féminisme difficilement sécable dans le nihilisme de Bazarov. Il reste un homme de son temps, je le cite. « Mon vieux, parce que d'après mes observations, les seules femmes qui pensent librement sont des horreurs. »
entre au bal du gouverneur, et oui, on se promène en bonne compagnie, hein, le nihilisme n'exclut pas le champagne. Entre au bal, disions-nous, un nouveau personnage. Madame Odintsova, il faudrait idéalement la rencontrer, mais notre camarade Bazarov ne serait-il pas intimidé? Une femme qui a fait un mariage de richesse et d'intérêt, jeune, et qui colporte avec elle bien des ragots, et qui est pourtant en société assurée et tranquille. Vient donc nécessairement par la suite la visite au domaine d'Anna Sergeyevna Odintsova, car le nihilisme ouvre bien des portes. Le style provincial empesé et une drôle d'aristocratie qui invite sans manière les deux jeunes hommes. Mais Anna Sergeyevna est avant tout une femme curieuse, je cite. Comme toutes les femmes à qui il n'a pas été donné d'aimer, elle voulait... quoi? Elle l'ignorait elle-même. Pas facile d'apprécier les hommes après avoir eu la glèbe labourée dans un mariage sans passion. 6 jours heureux néanmoins, et l'étrange triangle, quadrilatère même plutôt, amoureux se dessine. Anna marque sa préférence pour Bazarov, tandis qu'Arcade sombre dans la mélancolie de n'être que second. Quant à la jeune sœur Katia, eh bien, qui sait ce qu'il adviendra. On pourrait s'étonner de voir Bazarov en un tel lieu, mais que faire quand un esprit qui devrait se détourner de la femme s'il ne peut arriver à ses fins, eh bien n'arrive pas à s'en détourner. Lorsque l'orgueil s'incline devant le romantisme et la tendresse pour un homme qui se pensait au-dessus de tout, comment ne pas être en colère? Vous avez ici une peinture de Constantin Somov, qui est le peintre de l'érotisme au temps du tsar. Et finalement, serait-ce le fil du sentiment qui se noue à la patte des deux élus à la mesure des tête-à-tête et des confidences? Anna Sergeyevna représente, elle, cette femme de trop dont on avait parlé, une version féminine de cet archétype, libre, aristocrate, sans envie de vivre, et Bazarov est lui la transition des hommes nouveaux en pleine conquête et qui pose la question à cette génération perdue, mais je cite, « Mais que diable voulez-vous de plus ?» Elle ne pourra se résoudre à franchir le Rubicon. Le nihiliste est capable de se donner entièrement, la femme, elle, ne recherchait que le court frisson du regard par-dessus l'abîme. On pourra essayer de le prendre avec philosophie et de dire qu'alors que la vie ne tient qu'à un fil, il faut toujours que l'homme s'invente des désagréments, mais la blessure de l'âme est cuisante pour Bazarov. Finalement, peut-être que ce qui travaille cet homme du néant est ce qui nous travaille tous, je le cite. Je voulais dire que là, enfin, mes parents, ils sont occupés et ne s'inquiètent pas de leur propre insignifiance, elle ne leur monte pas à la gorge, tandis que moi je ne ressens que de l'ennui et de la haine. Je suis sûr que cette phrase résonnera chez certains, au moins sa première partie, même un nihiliste ne peut accepter de n'être rien. Et pourtant il est, Bazarov, le prophète des hommes de la Russie de demain en général d'ailleurs, du temps matérialiste, je le cite, « Un homme digne de ce nom est un homme dont il n'y a rien à penser. On ne peut que lui obéir ou le haïr. » Retourné à ses parents, il les quitte très vite, il n'est pas un fils, lui il est un faucon et doit planer librement. Il lui faudra néanmoins retourner chez les Kirsanov où la réforme paysanne est accompagnée de toutes les désagréables difficultés de la liberté du peuple. Les deux amis commencent à suivre des voies différentes, évoluent les sentiments d'Arcade vers la sœur de Madame Odintsova, de Bazarov vers Fenechka, la mère du nourrisson conçu avec son hôte, Nicolas Petrovitch, le père d'Arcade. Mauvaise idée toutefois que ce flirt lorsque le frère n'est pas loin, qu'il surprend un baiser et vous provoque en duel. Peut-être qu'il ne s'agit pas que de sentiments fraternels non plus, peut-être que l'oncle vit quelque peu par procuration, comme on dit. L'oncle finira blessé, heureuse issue, personne n'est mort et le coupable doit quitter les lieux. Et finalement, la rupture des deux jeunes hommes et même la plupart des événements qui scandent le récit tournent plus autour des élans du cœur que du cerveau. Ils sont bien plus hommes de matière que hommes de philosophie. Par un artifice littéraire convenu, Tourgueniev permettra l'avancée du Russie par l'espionnage non voulu des conversations. Alors il faut bien qu'Arcade demande Katerina Sergeyevna la cadette en mariage et même Bazarov évolue, je le cite. Tu vois ce que je suis en train de faire, il y avait une place vide dans ma valise, alors j'y mets du foin. Dans la valise de notre vie, c'est pareil. Tassons-y n'importe quoi, l'essentiel est de combler le vide. C'est la séparation des deux jeunes hommes,
Je te répète que tu as agi sagement, tu n'es pas fait pour notre vie amère, âpre, de vagabond sans feu ni lieu. Il n'y a en toi ni témérité ni colère, seulement l'audace de la jeunesse, la fougue de la jeunesse. » Et Bazarov, marqué plus qu'il ne l'aurait voulu par ce dépit amoureux qui se retrouve aussi coupé au doigt avec désinvolture après l'autopsie d'un phthisique, sait ce que cela annonce. C'est la mort qui vient et qui vous nie, c'est elle, le nihil ultime, et un père perdra un fils. Vieille plaisanterie que la mort, mais pour chacun de nous, elle est comme neuve. Vient l'hiver et père et fils se sont mariés chez les Kirsanov. C'est la fin, le bilan, une fin douce, une fin aussi amère, les réformes déjà ne satisfont personne, et la vie n'est satisfaisante que pour ceux qui connaissent l'amour des pères et des fils, et seuls les morts obtiennent la réconciliation éternelle. Alors pourquoi est-ce que c'est important, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, comme Gontcharov avant lui, Tourgueniev cultive ici l'homme surnuméraire. L'homme en trop, selon d'ailleurs le propre titre d'une de ses nouvelles parues en 1850, mais de façon un petit peu plus poussée. Cet homme d'élite, sans métier, à l'écart, gonflé de philosophie, sans sève vitale et qui rêve en ambitieuse théorie la transformation du peuple et de la patrie attardée, est ici plus multiple ou en tout cas plus ambivalent. Le roman enregistre le frémissement historique qui déstabilisa fondamentalement la couche supérieure de la société cultivée après 1855. Nous sommes en effet à la veille de l'abolition du servage, nous sommes juste après la défaite de Crimée et la mort de Nicolas Ier, et comme le disait Solzhenitsyn, la Russie ne s'est évoluée qu'après de grandes défaites. Ce frémissement, eh bien, c'est celui des libéraux anciens et des hommes nouveaux, ces roturiers matérialistes et scientistes remplaçant la réforme par la révolution. L'homme nouveau vient effacer l'homme en trop, Tourgueniev étant sans doute du premier type dans son être, ou voulait l'être en tout cas, mais fera face au second type qu'il est réellement dans sa vie, car on finit toujours, comme le père, dépassé par la jeunesse radicale. Et c'est vrai que l'œuvre se place entre deux mondes, celui de la servilité dévouée aux révoltés mais traditionnelle, et la nouvelle liberté, inconnue ou avide, ou inconnue donc avide, est très certainement dangereuse. Toutes les transitions de monde se ressemblent. Ce sont les temps de débats en Russie sur son avenir et sa forme, et Tourgueniev, représentant qu'il est de l'idéalisme et du libéralisme des décennies précédentes, présente les nouveaux radicaux des années 1860, avides de tout renverser, mais finalement sans idée réelle. C'est en tout cas ainsi que lui les voit. Les précédents étaient des rêveurs inactifs, les seconds sont l'exact contraire. Pour autant, à l'aune de sa mort, Bazarov est lui aussi un homme de trop et le dit. Je le cite, « Moi, utile à la Russie, non. Mais un boucher, un cordonnier, un tailleur, oui. » D'où eh bien, l'ambivalence de cet homme de trop, vous avez compris. Le contexte général, notamment celui de l'abolition du servage, n'est pas à négliger non plus. C'est réellement une profonde transformation du paysage mental et social russe, mais ce n'est ici qu'une trame. Une fois la chose dite, le lecteur, d'autant plus celui du temps, n'a pas de mal à savoir où il se trouve. Terme qui n'est pas totalement nouveau, certes, le nihilisme est toutefois largement popularisé par le roman. Il lui doit beaucoup, énormément, voire presque tout pour dépeindre la radicalité russe émergente. Le succès de l'œuvre en Russie fera naître d'abord un courant critique, puis une réelle doctrine politique, et en assez peu de temps, nous verrons émerger Narodnaya Volia. Mouvement perdant de l'histoire, mais intellectuellement fécond, et nous devons une partie de sa forme à l'auteur. Réellement, en tout cas dans son aspect russe, plus politique que philosophique. Le poids d'un livre ne se mesure pas qu'à son contenu propre, et disons à sa valeur absolue en littérature. Et ce même si le nihilisme qu'il décrit, scientisme et refus de valeurs et principes hérités, sorte de positivisme radicalisé, eh bien, il est très éloigné de ce qui viendra, une doctrine politique qui sera très différente, mais il la dessine. Et ensuite, Dieu seul sait ce que l'homme fera dans la réalité.
Certes, ce rationalisme s'oppose d'abord en critique de la génération précédente dans le roman, et guère plus, mais il n'empêche que Tourguenieff va semer une graine et bien presque créer un terme historique. Parce que, eh bien, c'est avant tout cela dont on parle, cette critique de la génération précédente, j'y reviens, parce que ce conflit des idées prend la forme de conflit des générations, un problème habituel. Une génération fatiguée qui s'estimait à l'avant-garde du réformisme se retrouve dépassée par des fils désespérés, croyant à la destruction et non plus à l'évolution. Il faut garder cela en tête à la lecture. Nous ne sommes pas dans un livre d'opposition politique, mais Tourguenieff fait surtout ressortir l'éternelle opposition des générations que lui-même était en train de vivre. Il devient difficile de se comprendre dans la Russie du temps, puisqu'à la distance temporelle s'ajoute la distance idéologique. Et finalement, le livre, comme beaucoup d'autres par ce biais, est tenté par une question fondamentale de l'homme, celle du temps, celui qui passe ici. Se pose la question bien sûr des générations, mais de ce qu'elles sont chez les individus. Les générations, elles sont autant vécues qu'esprit du temps, obligations autant que liberté, renoncements autant qu'illusions collectives et individuelles. Vous avez ici le retour du fils prodigue de Rembrandt. Néanmoins, derrière la relation des pères et des fils éternels se dresse aussi donc, on l'aura compris, la problématique d'une génération de rupture dans la Russie du temps. Dans les faits, l'homme et sa substance ne changent pas, l'homme est un papier témoin que l'on plonge simplement dans les liquides et les éprouvettes différentes d'une époque. Les courtisans restent des courtisans, les adroits restent des adroits, les serviles des serviles. Il y a 3 sortes d'hommes, disait Pouchkine, les traîtres, les exilés et les morts. Ou quelque chose comme ça, bref. Nous ne sommes pas dépassés par de nouveaux types d'hommes, meilleurs ou moins bons, mais par des époques que l'on ne comprend plus et pour lesquelles nous ne sommes plus faits. D'où in fine cette relation aussi au temps et la nécessité de notre mort, la vanité de la vie éternelle malgré sa poursuite par quelques illuminés. Nous ne sommes pas que des êtres périssables, le temps dans lequel on vit l'est aussi, et il va très souvent avec nous, même si l'on peut ressentir bien entendu un décalage. Par ailleurs, Bazarov est un type, un anti-héros que tous autour ne sont là que pour mettre en valeur. Mais finalement, la révolution qu'il habite n'est faite que de mots, il ne critique que des gens qui ne lui sont pas opposés, et jamais il ne s'oppose à l'autorité ou ne se confronte à la force, qu'elle soit la force brutale ou la force du sentiment. Il a la place d'honneur, il est un homme fort qui se révèle finalement empli de contradictions, un homme qui finit brisé par l'absurde qu'est l'existence. Il est un homme finalement, et c'est peut-être ce qui le sauve en tant que personnage tout en le tuant. Bazarov est un ambivalent, c'est un dominateur à la mort néanmoins totalement absurde, dogmatique et doutant, assoiffé de chair et de chair, avec et sans eux, vivant et pensant de façon dissociée, comme beaucoup de gens de discours. Et c'est toujours, in fine, la mort qui rachète et qui dit ce que nous sommes vraiment. Bien sûr, Tourguenieff a son opposition, on est bien souvent dans un univers de poseurs, l'homme nouveau n'est qu'un homme en trop, qui n'est pas né brisé comme Oblomov, mais se découvre du même type au fil de sa courte existence. Il est un homme qui se voudrait au-dessus de tout, mais est un type qui n'est pas encore affiné, le raffinage est long, il viendra plus tard, et par tout un ensemble de petits points, il montre sa faiblesse et sa soumission aux convenances. La révolte qu'il incarne n'est pas encore la révolution. Il est aussi un homme, finalement, de l'intelligentsia, qui a eu les moyens de faire des études, il est le fruit d'une machinerie qui se dérègle et qui souhaite la destruction des rouages plutôt que leur graissage. Il incarne quelque part un désespoir de l'auteur, mais un désespoir aussi d'une génération qui n'aboutit à rien et devra se renouveler autrement, toujours plus loin dans le néant. Il n'empêche qu'une partie des progressistes se reconnaîtra en Bazarov, à qui appartient la force et l'avenir. Car là où Arcade, ce personnage quelque peu fade, voudrait être, je cite, un rapace non, mais un homme fort, énergique, Bazarov, je cite encore, ne veut pas cela, il l'a en lui. C'était la première fois que la littérature russe avait un héros qui était un négateur de tout, des valeurs, des héritages, d'absolument tout. C'est aussi quelque part l'annonce de la dilution intellectuelle de la gauche du temps qui viendra entre force des masses et volonté de l'homme providentiel, tout le que faire de Tchernychevski, la grande question. Non pas tellement que Tourguenieff le présente, mais quelque part il le provoquera, et dès 1862 il revient lui-même dans un Saint-Pétersbourg incendié par des radicaux.
Au global, à mon sens, en tout cas, c'est un livre qui a moins de force que Les démons, on pourrait le rapprocher de ce titre de Dostoïevski, mais qui témoigne au moins d'un ressenti sur l'idéologie, la culture classique en crise, le terrorisme à venir, la génération en fermentation, mais à mon sens sans force réelle, hein, je pense qu'il faut le dire, noyé dans un cadre assez doucereux, modéré comme l'auteur, et auteur qui exorcise plus qu'il ne vaticine. On a donc une intuition plus qu'une prophétie ou peut-être un livre à valeur apotropaïque, peut-être, en tout cas ça ne marchera pas. On a finalement cette intuition au travers d'indices, comme lorsque l'on remplace les lectures romantiques des aînés par des lectures matérialistes. Faire disparaître les livres, ce n'est bien que le doucereux début qui annonce la suite. Et c'est vrai qu'au-delà de l'idéologie en fermentation, de cet aspect de préscience, de cette idée, eh bien, la résonance du livre est aussi sa limite, son titre. Puisque, eh bien, tendresse éternelle des pères et mères, image de la Russie éternelle aussi, de la nature, et il faut à Tourgueniev quelques archétypes en voie de disparition, cet ancien monde qui idolâtre le fils du père, d'ailleurs les parents de Bazarov sont profondément pieux, cette image christique du fils qui respecte le père, là où Bazarov s'en éloigne et donc meurt. Objectivement, c'est un petit livre qui s'ingère facilement, qui s'oublie malheureusement aussi à l'avenant. Il ne m'a jamais marqué plus que ça à chaque lecture. Peut-être est-il un petit peu trop iréniste. Il annonce une époque, celle de ce qui ne fut pas, du début du docteur Zhivago aussi, de tous ces inconscients et de toutes ces vipères qui seront chauffées dans le sein de gens qui s'ennuient ou voudraient suivre la marche de l'histoire, des fils de Tourgueniev quelque part devenus pères eux-mêmes. Et en même temps, eh bien, cette limite de l'œuvre est aussi son éternelle actualité, puisque qu'y a-t-il de plus éternellement contemporain que le conflit des générations ? Ce conflit, on le voit encore aujourd'hui, il se renouvelle toujours en ne changeant que ses formes. Les fils auront toujours des choses à reprocher aux pères. Et Tourgueniev, eh bien, peine dans l'œuvre à prendre position, dans ce qu'on présente parfois comme le premier roman moderne russe, c'est possible. Il livre un Bazarov comme porteur d'avenir, à tel point qu'un révolutionnaire russe en prendra le nom, mais l'on sait et l'on sent que son cœur n'est pas avec lui. Lui-même a écrit, devant les controverses que susciteront son œuvre, qu'il n'avait essayé que de dépeindre la réalité sans prendre aucun parti. Or, tous les publics attendent que l'on prenne parti pour leur dire quoi penser. Et finalement, eh bien, on est peut-être plus sur un roman de mœurs qu'autre chose, un portrait des mentalités, des paysages, des classes sociales. On est plus devant cela qu'un message politique, même si l'époque qui est décrite eh bien, conserve tout son intérêt. Je crois, c'est complètement personnel, peut-être que des gens plus doctes que moi auront une autre analyse ou un autre avis, mais je crois que ce qui lui manque par rapport à un Dostoïevski, c'est la spiritualité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et transmettre sans transcendance. Il y a un rapprochement total, réel, entre le christianisme et la révolution, qu'elle soit idéologique dans le communisme. On ne va pas dresser tous les parallèles qu'il y a entre les théories marxistes et le christianisme, mais vous avez aussi la même chose dans ce que nous avions vu avec, j'allais dire ce qui ne fut pas, mais non, ce qui ne fut pas, nous en parlerons, avec le cheval blême, c'est-à-dire le martyr terroriste et sa dimension tout à fait chrétienne assumée. Certains y voient un court roman plein de tout, trop plein de tout. Tous les romans peuvent être interprétés sans fin, bien entendu, mais à mon sens, il manque quelque peu de corps. Le portrait est sympathique, le livre se lit vite, mais il n'a pas de puissance d'évocation suffisante, pas une lame de fond qui vous emporte, assez peu d'enjeux, c'est presque finalement un grand conte moral. Vous voyez, tout est bien qui finit bien, entre guillemets, le personnage qui s'est éloigné du père, ce personnage aux idées novatrices meurt, tous les autres se marient, auront beaucoup d'enfants et vivront très heureux dans le grand monde de la Russie. Voilà pour ce soir, alors finissons-en comme d'habitude par une phrase et une note. Pour la note, bien je lui attribuerai, en comparaison avec ce titre de Dostoïevski que nous avons évoqué, je lui attribuerai la note de gentil démon sur 10. Quant à la phrase, je vous la cite. « Les hommes sont comme les arbres d'une forêt. Aucun botaniste n'irait s'amuser à étudier les bouleaux un par un. » Voilà donc pour ce soir, voilà qui conclut bien cette première partie de notre trilogie russe à venir.
Pour ce qui est du programme qui nous attend, programme chargé comme d'habitude, mercredi nous aurons une première partie là aussi d'une trilogie sur le renseignement français de 1870 à nos jours. Cette première partie sera présentée par Valdo qui nous parlera eh bien, de la période courant de 1870 à 1918, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous aurons une première présentation. Alors il m'a confié son plan, j'ai bien peur que l'on dépasse largement l'heure et demie et que à la fin nous puissions avoir quelque chose qui soit plus long qu'une trilogie, mais bon, nous verrons bien. De toute façon les créneaux de réception sont là pour ça. Vendredi, nous poursuivons bien entendu notre partie sur Crusader Kings 2 en multijoueur, et dimanche, eh bien, nous poursuivrons notre exploration de la littérature russe avec un livre de Gogol. Nous parlerons des âmes mortes. Voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute attentive, pour votre suivi de mon travail et ma rétribution personnelle. Et puis, eh bien écoutez, il ne me reste aussi qu'à vous souhaiter une excellente suite de semaine. Il fera un peu moins chaud, donc c'est une bonne chose pour vous tous. Ça permettra d'avoir une semaine un petit peu moins propice à la sudation. Voilà. Bon bah écoutez, bonne semaine à tous. On se retrouve mercredi pour parler renseignement français. Et d'ici là, portez-vous bien.